Les États-Unis sous le choc d'une nouvelle tuerie de masse dans une école, des activistes qui bloquent l'entreprise Total, des nouvelles sanctions contre la Russie et aussi on vous a même trouvé une bonne nouvelle aujourd'hui quand même, ça fait plaisir. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et comme chaque jour, ensemble, on est parti pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et on commence donc tout de suite avec le sujet à la une. C'est un événement qui provoque la sidération aux États-Unis. Ce mardi, dans l'état du Texas, un homme de 18 ans a ouvert le feu dans une école primaire. Il a tué 19 enfants entre 8 et 10 ans et 2 adultes. C'est en fait la tuerie la plus meurtrière dans une école américaine depuis 10 ans et ce massacre fait ressurgir d'une certaine façon la question des armes à feu qui sont très faciles à se procurer aux États-Unis. Donc on va voir tout ça, mais déjà pour revenir à la base et aux événements de cette semaine, pour bien vous préciser ce qui s'est passé ce mardi dans la ville d'Uvalde, dans le sud du Texas, eh bien, un homme de 18 ans, Salvador Ramos, a tué sa grand-mère avec une arme à feu. Et puis, il s'est rendu dans une école publique de la ville, la Robb Elementary School. Il a, à ce moment-là, ouvert le feu sur les enfants qui étaient présents, en tuant donc 19. Suite à ça, il s'est barricadé dans une salle avant d'être finalement abattu par la police. Il n'a laissé aucune explication aujourd'hui de son geste. En tout cas, on n'en a pas connaissance au moment où on tourne aujourd'hui, ni pourquoi d'ailleurs il a ciblé ainsi cette école en particulier. Alors malheureusement, ce n'est pas du tout la première fois que ce genre d'événement arrive aux États-Unis et au-delà des victimes à chaque fois forcément importantes lors de ces tueries, eh bien ces tueries créent aussi à force des traumatismes importants pour de très nombreux enfants. Et depuis le début de l'année, pour vous donner une idée, depuis le début de l'année 2022, il y a eu 27 tueries dans des établissements scolaires aux États-Unis. Et selon le journal américain The Washington Post, depuis 1999, donc une grosse vingtaine d'années, eh bien ce serait 300 000 enfants dans le pays qui auraient été directement exposés, soit comme victimes physiques de ces fusillades, soit comme témoins à une fusillade dans un établissement scolaire. Bref, c'est un enjeu qui est absolument majeur aujourd'hui dans le pays. Et au passage, on notera que ça ne concerne pas que des tueries dans les écoles. Bien qu'il y a 10 jours par exemple, j'en avais parlé dans ces actus du jour, eh bien un homme, un suprémaciste blanc, avait assassiné 10 personnes dans un supermarché. Alors c'est important de rappeler qu'aux États-Unis aujourd'hui, le droit de porter une arme est véritablement inscrit dans la Constitution, donc la loi suprême du pays. C'est ce qu'on appelle donc le deuxième amendement et de très nombreux Américains y sont fortement attachés. C'est dû notamment eh bien, à l'histoire et à la culture qui découle eh bien, de l'histoire des États-Unis. Mais du coup, c'est ce qui fait que se procurer des armes aujourd'hui aux États-Unis, c'est relativement facile, y compris des armes de guerre comme par exemple des fusils d'assaut. Alors suite à ça, eh bien, le président américain Joe Biden, qui est membre du parti démocrate et qui est favorable à plus de contrôle sur les armes à feu, a pris la parole pour réagir à cette attaque et très ému, il a déclaré, je cite, « Quand pour l'amour de Dieu allons-nous affronter le lobby des armes ?» Il pointe notamment du doigt quelque chose de très compliqué, le fait qu'aux États-Unis, la NRA, donc le lobby des armes, donc qui milite pour eh bien, le maintien des libertés concernant le port d'armes, est extrêmement puissant, notamment d'un point de vue politique. C'est peut-être d'ailleurs le plus puissant lobby au monde aujourd'hui, avec beaucoup de soutien en tout genre, y compris notamment des parlementaires. Ils financent carrément des campagnes électorales et par exemple, en 2016, la NRA a donné 31 millions de dollars à Donald Trump pour sa campagne présidentielle. Donald Trump qui est donc aujourd'hui ouvertement favorable au port d'armes plus ou moins tel qu'il est aujourd'hui. Alors en réaction à tout ça, le procureur républicain du Texas a lui proposé sa solution selon lui pour éviter ce genre de massacre. Il faudrait armer les instituteurs dans les écoles, une solution qui pour d'autres, vous l'imaginez, pourrait ouvrir la voie à encore plus de problèmes. Et au contraire, Chuck Schumer, qui est le leader des démocrates au Sénat, a annoncé que son parti allait proposer une loi pour contrôler davantage les personnes qui peuvent acheter des armes dans le pays. Mais cela dit, eh bien, il est très peu probable que cette loi aboutisse aujourd'hui. Bref, c'est ce qui rend la situation aussi très particulière, ce sentiment qu'ont beaucoup de personnes que malgré toutes ces tueries qui s'enchaînent, eh bien, peu de choses sont amenées comme ça à évoluer, qu'il pourrait y en avoir d'autres dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Et puis à nouveau, les gens diront que c'est terrible et puis passeront à autre chose. Et c'est un sujet qui est culturellement assez loin, mais il faut vraiment voir à quel point énormément d'Américains n'ont pas du tout la même vision que nous sur le sujet, en tout cas en général, notamment en Europe. En tout cas, c'est donc un sujet absolument majeur et j'avais eu l'occasion d'ailleurs de faire un reportage aux États-Unis sur la question du port d'armes il y a maintenant 2 ans sur le sujet. Si vous voulez plus d'informations, je vous renvoie notamment
notamment un documentaire Bowling for Columbine qui est donc concernant la tuerie de Columbine de 1999 qui a été réalisé par Michael Moore et qui est probablement l'un des documentaires les plus connus sur le sujet. Et évidemment, pour mieux comprendre le débat autour de ce sujet, on prendra le temps d'en reparler, je sais pas si ça vous intéresse, dans les prochains jours. On continue avec un deuxième sujet rapidement, c'est du nouveau d'ailleurs concernant le sujet dont on parlait hier dans ces actus du jour et que vous avez été nombreux à regarder, c'est les critiques contre les projets de l'entreprise pétrolière française Total en Ouganda et en Tanzanie. Et bien aujourd'hui, Total, ou Total Energy, c'est son nouveau nom, a été de nouveau pris pour cible. En fait, aujourd'hui à Paris devait se tenir l'assemblée générale de Total, donc la réunion de tous les actionnaires, donc tous ceux qui ont des parts de Total. Et bien des centaines de personnes, pour la plupart membres d'ONG environnementales, mais pas que, se sont rassemblés devant le lieu où devait se tenir cette assemblée générale à 10h. Ils ont donc bloqué l'accès pendant un petit bout de temps en scandant des slogans comme Total assassin. Les manifestants demandent notamment que Total cesse ses projets en Russie après l'invasion de l'Ukraine. L'entreprise continue en effet aujourd'hui d'exploiter du gaz russe. Ils l'accusent donc de contribuer aux actions militaires de la Russie. Et ensuite, eh bien, les manifestants critiquent précisément un plan climat, et c'est sur ce plan climat d'ailleurs que devaient voter les actionnaires de Total aujourd'hui. Dans ce plan, eh bien, Total propose de faire un certain nombre d'engagements pour lutter contre le changement climatique, sauf que, eh bien, selon ses opposants, ce plan n'est pas du tout assez ambitieux. Il comporte en réalité très peu d'engagements chiffrés. Par exemple, Total affirme vouloir réduire de plus de 30% en 2050 par rapport à 2015 ses émissions de gaz à effet de serre issues du pétrole, mais pour autant, eh bien, Total affirme aussi que l'entreprise continuera d'exploiter du gaz et du pétrole, et ce tant qu'il y aura de la demande. Par ailleurs, je le disais donc, les manifestants dénoncent aussi l'impact environnemental du projet d'exploitation de nouveaux puits de pétrole en Ouganda dont on parlait hier. C'est le projet ICOP qui était donc à la une des actus du jour hier. Ils réclament que Total cesse d'exploiter ces énergies fossiles, ce qui est pour eux en fait la seule manière de respecter notamment l'accord de Paris sur le climat et de s'en sortir tout simplement dans cet enjeu écologique. Alors, en l'occurrence, la police aujourd'hui a fini par disperser les bloquants et l'Assemblée générale a quand même pu se tenir. Et finalement donc la stratégie de Total a bien été approuvée aujourd'hui par les actionnaires malgré ces contestations. On continuera évidemment à suivre tout ça. En tout cas, ça fait plaisir de voir que ces derniers jours les sujets environnementaux vous intéressent autant. C'est forcément un enjeu absolument majeur et on continuera donc à en parler tous les jours dans les prochains jours. Allez, on continue avec les actualités en bref et on commence avec un premier sujet. On a du nouveau concernant la variole du singe, donc cette maladie qui a fait ces derniers jours son apparition en Europe. Et bien en France, la Haute Autorité de Santé a recommandé de vacciner les adultes qui ont été en contact avec une personne infectée et les vacciner tout simplement avec un vaccin qui existe déjà contre la variole, une maladie donc de la même famille que la variole du singe. Selon les autorités, eh bien, cela devrait permettre de stopper la propagation du virus alors que 5 cas ont été détectés en France. On verra donc ce que décide le gouvernement dans les prochaines heures. Deuxième actualité qui concerne la guerre en Ukraine, la Commission européenne, donc une institution absolument majeure au sein de l'Union européenne, souhaite aller en fait plus loin dans les sanctions contre les riches millionnaires et milliardaires russes qui seraient proches de Vladimir Poutine. Elle a en fait proposé ce mercredi de saisir tous les yachts, les villas qu'ils possèdent en Europe et l'argent aussi qu'ils ont sur des comptes en banque en Europe. Ça pourrait concerner a priori jusqu'à 1000 personnalités liées au pouvoir russe et ce serait donc une décision assez marquante puisque là on parle donc d'une confiscation définitive alors que pour l'instant jusqu'ici eh bien ces villas, ces yachts et ces avoirs financiers avaient simplement été gelés. Autrement dit, eh bien pour l'instant ces riches russes ne peuvent plus utiliser cet argent notamment, mais ils les possèdent toujours quand même. Alors la Commission européenne souhaiterait carrément que cet argent aille à l'Ukraine pour l'aider à se reconstruire, mais cette confiscation, eh bien ça pose quand même pas mal de questions, notamment en matière de droit international. Il faut l'accord par ailleurs de tous les pays membres. On verra donc si c'est quelque chose de réellement décidé et quelles conséquences est-ce que ça peut avoir derrière. Troisième actualité que je voulais voir avec vous en France, la justice a décidé de ne pas ouvrir d'enquête préliminaire pour le moment au sujet des accusations de violences sexuelles qui visent le ministre des Solidarités français Damien Abad. La justice estime en fait qu'en l'état, elle ne dispose pas d'éléments permettant d'identifier la victime des faits énoncés. Et pour bien comprendre comment ça se fait, en fait, ces accusations viennent d'un signalement qui a été fait par une organisation, mais ce n'est pas la victime directement pour l'instant qui a porté plainte. On verra donc comment est-ce que tout cela évolue et pour bien comprendre les deux témoignages de deux femmes différentes ces derniers jours qui accusent Damien Abad de viol, je vous renvoie
renvoie encore une fois vers l'enquête de Mediapart que je vous mets en description. Quatrième actualité, on revient aux États-Unis et le pays commémore aujourd'hui aussi les 2 ans de la mort de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans tué par un policier le 25 mai 2020 dans la ville de Minneapolis après une lente agonie. Cela avait provoqué, vous vous en souvenez sûrement, un immense mouvement de colère et de protestation dans tout le pays contre les violences policières et plus largement le racisme. Alors à l'occasion de cette commémoration, le président américain Joe Biden a signé un décret ayant pour objectif d'encadrer davantage les forces de l'ordre aux États-Unis, mais ce projet est pas mal critiqué par certains qui s'y opposent, soit parce qu'ils sont opposés à la philosophie du projet, soit parce que d'autres estiment que ce projet ne va pas assez loin dans le contrôle des forces de l'ordre. En tout cas, de son côté, le policier responsable de la mort de George Floyd, Derek Chauvin, a été condamné l'an dernier à 22 ans et demi de prison, une condamnation dont il a fait appel. Allez, on continue avec une information un petit peu plus légère et ça fait pas de mal quand même, parce que je sais que vous êtes nombreux à vouloir aussi des bonnes nouvelles, malgré le fait qu'il faut forcément traiter toutes les autres actualités qu'on traite au quotidien. Mais en l'occurrence, c'est un record du monde assez étonnant battu par un Français, celui de la plus grande distance parcourue en slackline. Alors en fait, c'est une corde suspendue au-dessus du vide. C'est le funambule français Nathan Paulin qui a réussi à parcourir 1,6 km sur une corde suspendue à près de 100 mètres au-dessus du sol, sur la baie en fait du Mont-Saint-Michel, évidemment quand même en étant attaché en cas de chute, mais tout de même c'est un exploit absolument majeur. Pour vous donner une idée, ça lui a pris près de 2 heures pour parcourir cette distance, et c'est bien entendu le résultat de mois, voire d'années de préparation. Et d'ailleurs, il n'en est pas à son premier exploit, puisqu'il s'est déjà donné d'ailleurs un prochain défi, c'est assez fou. Il veut parcourir maintenant les 2,7 km entre la Tour Montparnasse et la Tour Eiffel à Paris, sauf que là, vous l'imaginez, il y a aussi une grosse question d'autorisation pour pouvoir organiser une telle chose avec la mairie de Paris. On verra donc s'il arrive à le faire dans les prochains mois. Allez, on termine avec une autre potentielle bonne nouvelle, en tout cas une rumeur qui donne de l'espoir à des millions de fans à travers le monde, ceux du manga célèbre japonais Hunter x Hunter, qui s'est arrêté en fait brutalement il y a plus de 3 ans. En fait, cette rumeur de reprise du manga Hunter x Hunter provient d'une photo qui a été postée sur Twitter sur le compte en fait potentiel du créateur du manga Yoshihiro Togashi, et en légende cette mention 4 épisodes de plus pour le moment. Alors ce qui fait douter les fans, c'est que ce compte Twitter il est tout nouveau, certains craignent donc un potentiel troll ou un fake, et en même temps plusieurs éléments sur cette photo permettent d'identifier a priori le créateur. En tout cas le compte compte déjà 1,4 million de followers en une journée, ça fait énormément parler. Peut-être d'ailleurs qu'au moment où vous écoutez ces actus du jour, on a la réponse pour savoir si c'est vrai ou faux. Évidemment on suivra tout ça. Écoutez, voilà donc pour ce nouveau résumé de l'actualité en une dizaine de minutes. Évidemment comme d'habitude, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour ne pas louper les vidéos suivantes. Rendez-vous, je vous le disais aussi, sur Instagram pour découvrir d'autres contenus au quotidien. Le nom du compte c'est Hugo Décrypte. On a aussi un compte dédié à la culture et au sport, hugodécrypte.pop, hugodécrypte.sport. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.